sommes réunis pour la deuxième fois sur ces thématiques-là, puisque nous sommes partenaires de Top Transport depuis 2 ans, ce magnifique salon donc, qui se tient ici régulièrement. Et pour vous accueillir, je vais passer la parole à Jérôme Le Tumontois, qui a la Provence à la main, parce qu'il est très content. Il y a eu un bel article aujourd'hui. Oui, je ne fais pas de la pub. Bonjour, Jérôme Le Tumontois, je suis le directeur de l'événement. Je ne fais pas de la pub pour la Provence, enfin un petit peu quand même. Mais on a été ravis puisqu'on a eu un journaliste hier qui est venu et qui nous a fait un petit papier, alors qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment avec le MEDEF au Vélodrome. Donc on tire quand même parti. Donc merci à la Provence. Merci à toi Yves. Et puis écoutez, je voulais juste vous dire un petit mot d'introduction. Bienvenue. J'espère que vous aurez le temps de faire aussi un petit tour sur l'événement pour voir un peu ce qu'on peut proposer. Et puis je vais te relaisser la parole. Et puis je vous souhaite une très bonne conférence et à très vite. Merci. Merci. Alors, ces conférences, enfin celle-ci qui va durer une petite heure, elle est consacrée en effet à notre territoire, parce que si vous venez en tant qu'exposant, que participant à Top Transport, c'est peut-être pour savoir ce qui se passe ici. Et donc, on a réuni un panel d'intervenants qui est à la fois dans l'activité, dans l'aménagement du territoire, dans la décarbonation, dans la multimodalité, je ne sais pas exactement comment on dit, enfin en tout cas le fait de pouvoir utiliser autant la route, peut-être un peu moins le fleuve et surtout le rail. Voilà, donc ce sont des questions qui aujourd'hui intéressent l'avenir de notre territoire, non seulement en matière économique, mais aussi en matière, c'est un mot qu'aime beaucoup Jean-Michel Diaz, d'acceptation, d'acceptabilité, et en matière sociale aussi. Il y a des questions qui peuvent être des enjeux de logement, de santé, de transport et évidemment des enjeux économiques. Alors, on a préparé pour simplement, en fonction de la configuration des lieux, 2 plateaux, mais les 7 intervenants que nous avons vont pouvoir intervenir de façon indifférente sur l'un ou l'autre sujet. Donc je vais installer rapidement le tout premier plateau. Donc il doit y avoir un petit slide avec les intervenants qui vont donc s'installer. Caroline Ritzenthaler, qui est directrice transition écologique pour EDF dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si vous voulez vous installer, Caroline. Jean-Michel Diaz, qui est le président du groupement maritime et industriel de Fos et de sa région. Il est aussi directeur régional de Total Énergie, mais là, il intervient pour le GMIF. Et puis Mathieu Capionneau, qui est le président de l'APEX, et qui a aussi une activité évidemment très liée aux entreprises, puisqu'il conseille de nombreuses entreprises dans son rôle de dirigeant de Croficorec. Alors Mathieu, on va commencer avec toi, tout simplement parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour les entreprises, hein, donc pour les entreprises, pour leur création de richesses. J'espère que c'est un mot qu'on a encore le droit de prononcer en France, mais des richesses en matière de création d'activités et de création d'emplois. Donc aujourd'hui, de quoi tu as besoin pour l'activité internationale de tes adhérents? On va rappeler que c'est pas que de l'export, hein, il y a aussi la partie import bien sûr, qu'on a une région qui est une région transfrontalière avec des relations qui sont très fortes avec un pays comme l'Italie, hein, par exemple, hein, et donc on a des problématiques de transport, qu'on a des problématiques d'infrastructure. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui d'un débat sur le thème là, développer un hub logistique décarboné et performant en région sud? Alors peut-être une présentation de l'APEX, et puis après je sais que tu veux aussi insister sur la notion de la responsabilité que vous avez par rapport à la circulation de ces marchandises. Merci Yves, bonjour à tous. Donc un rappel, hein, l'APEX, c'est une association qui a 50 ans. Et je vous remercie de me dire que je ne fais pas 50 ans. On m'a rien dit, hein, je fais pas 50 ans, je vous remercie. C'est une association en fait qui a trois buts particuliers. Le premier, c'est l'animation des réseaux et l'animation du réseau dans le réseau, c'est-à-dire d'aider les entreprises qui travaillent à l'export initialement, puisque l'APEX voulant dire l'Association provençale des sociétés à l'export. Désormais, on va plutôt parler, nous, de notion d'international, pour qu'on puisse parler de la notion d'export, de grand export, d'import également, et puis de pouvoir travailler, comme tu l'as dit en préambule, avec des pays qui sont limitrophes, comme l'Italie, puisque c'était le premier pays sur lequel on a fait un focus, le deuxième étant au mois de novembre sur les Émirats et sur Dubaï, et puis on a au mois de mars un focus sur le Mexique et puis l'Amérique latine. On aura un focus sur les États-Unis également. On aura un focus sur la Chine. On va avoir un focus également sur le Vietnam. On va avoir un focus sur plusieurs pays. Le but étant donc dans cette réseau d'expertise de pouvoir donner un maximum d'informations. Le deuxième, c'est de répondre à un enjeu qui est de dire nos entreprises locales, qu'elles soient locales en tant que PME ou locales en tant que filiales de groupes nationaux et internationaux, ont des besoins de formation.
Et donc, on a des programmes d'accompagnement dans tous les cycles de formation, à partir du lycée jusqu'aux formations Bac+5, pour leur parler des métiers de l'international. Leur parler des métiers de l'international, puisque l'international, ça ne s'improvise pas. Et on a besoin d'avoir des références. On a besoin d'avoir des références à la fois en tant que PME, à la fois en tant que grandes entreprises, et de développer des parcours qui permettent à ces étudiants d'avoir une réalisation concrète de ce que c'est que l'international, mais que l'international peut se faire aussi depuis Marseille, sans forcément dire je travaille à l'international, mais je dois être à l'international. Je peux travailler à l'international depuis Aix, Marseille, etc., puisque notre emprise est une emprise régionale. On est présent dans le 13 et on est présent dans le 06 pour avoir cette double positionnement entre finalement les deux zones les plus importantes dans la partie région sud ou région PACA, région sud. Et le troisième sujet, c'est un projet d'attractivité du territoire et de promotion du territoire, puisque on a de nombreux programmes d'accompagnement qui permettent aux entreprises, et plus ça va, plus c'est un service qui est ouvert aux entreprises finalement qui sont nationales et moins internationales, ou en tout cas en complémentarité des sociétés internationales, d'attractivité du territoire et de promotion du territoire, puisqu'on a des programmes comme le programme Be Welcome, qui est un programme d'intégration des équipes dirigeantes et des équipes de collaborateurs sur le territoire, alors avec un programme de formation et d'accompagnement assez large. On va faire des formations en français, pour les salariés qui seraient des salariés étrangers. On va faire des formations aussi sur la culture française. On va aussi avoir après des accompagnements pour tout ce qui est les enjeux de mobilité. Donc on va avoir des accompagnements pour inscrire les enfants dans les écoles. On va avoir des programmes également pour faire des audits RH pour le conjoint ou la conjointe qui accompagne le dirigeant ou les équipes dirigeantes sur un territoire pour refaire un parcours personnel, pour ensuite pouvoir faire de l'outplacement. On va également avoir des programmes sur tous les enjeux de visa et autres. Donc voilà. Donc globalement, tout ce qui est enjeux de mobilité vont être traités par ce programme de Be Bold et Be Welcome. Et ça, pour nous, ça fait partie d'un enjeu de promotion du territoire, parce qu'on le sait, quand vous vous installez sur un territoire, et pas forcément le territoire Aix-Marseille, mais quand vous vous installez dans un pays, quand vous vous installez dans un territoire, les enjeux administratifs initiaux sont les nœuds d'un développement réussi, ou en tout cas d'une planification réussie, d'une intégration réussie dans un périmètre. Et enfin, après, on les accompagnera aussi sur le fait de dire, si je suis sur FOSS, faut que je sois membre du GMIF, etc. pour les accompagner là-dessus. Transition toute trouvée, on reviendra sur les autres points, et notamment sur cette notion de responsabilité, à laquelle tu tiens beaucoup par rapport à une activité qui doit être autant décarbonée que performante, on va dire ça comme ça. Donc le GMIF a été cité, peut-être rapide présentation de ce que tu représentes, Jean-Michel, avec tes adhérents sur le territoire, et quels sont donc les grands enjeux pour rendre ce territoire encore plus accueillant, on va dire, à l'activité économique. Alors le GMIF, c'est littéralement groupement maritime et industriel de Fos et sa région, et c'est une structure associative loi 1901 dont l'origine remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour être plus précis en décembre 1944, où il y avait deux associations, une qui s'occupait d'industrie mer, qui était à Port-Saint-Louis-du-Rhône, une qui s'occupait d'industrie terre, qui était à Martigues, qui s'appelait déjà le GMIF. Et quand il y a eu le développement de la zone industrielle ou portuaire en 1968, en 1971, il a été décidé de fusionner ces deux structures et de développer un partenariat très serré avec l'UPE 13. Et donc, on est aussi la marque industrie et maritime de l'UPE 13. C'est plusieurs dizaines d'adhérents. Voilà, 350 entreprises fléchées GMIF et 40 000 emplois directs. Voilà. Et donc, tous les grands industriels, notamment de Fosbert, sont adhérents au GMIF. Il y a eu des époques qui étaient plus ou moins favorables on va dire, au développement, au maintien de l'industrie sur le territoire. Là, on est quand même, et vous insistez souvent sur ce sujet, sur un moment à ne pas louper, quoi. Hein. Donc, est-ce que, je vous le dis ça d'une façon un peu rapide, mais vraiment, il y a aujourd'hui un moment clé sur le territoire en matière industrielle. Oui, alors deux mots avant d'arriver sur le sujet plus spécifique du transport. Effectivement, on est face à une révolution industrielle aujourd'hui. Et donc, ce qu'on est en train de connaître, on l'a jamais connu. Et en tout cas, on l'a plus connu depuis la création de la ZIP. Il faut les rappeler, les chiffres. C'est 20 milliards d'euros d'investissement annoncés, c'est 10 000 emplois directs nouveaux. Donc, un emploi direct dans l'industrie, c'est 4 emplois indirects induits. Donc, c'est une ville de 50 000 habitants qu'il faut créer. Avec tout ce qui dépend
je dirais, d'une ville de 40 000 habitants, pour donner cette image-là, 40 ou 50 000 habitants. Donc, ça veut dire que derrière, bien sûr, pour faire cette industrie et la décarboner, ce qui est essentiel, il faut ramener de l'énergie, premier élément. Il faut qu'on ait des infrastructures, qu'elles soient de logement, routières. Il faut trouver ces 10 000 emplois directs nouveaux et le reste, et les former. Il faut aménager l'ensemble du territoire, connecter tout ça à l'Interland. Donc on voit que le sujet il est complexe, mais enfin, qu'est-ce que ça fait du bien avec, je dirais, le contexte géopolitique actuel. Nous ici, en fait, on a beaucoup de raisons d'espérer parce qu'il y a ces projets qui sont devant nous. Voilà. Et donc on va tout faire pour y arriver. Et donc un des éléments clés pour renforcer notre compétitivité sur le territoire, c'est bien la performance du transport. C'est essentiel. Tous les acteurs, sans exception, et notamment l'ensemble des industriels, on est tous d'accord, on l'a dit haut et fort, sur le fait qu'il faut développer le report modal. Il nous faut une plateforme multimodale qui soit performante, parce que l'industrie, elle ne pourra pas être performante si, d'une part, on ne réduit pas les coûts de transport, et il vaut mieux, si on prend un exemple d'un conteneur, il vaut mieux faire 1 fois 10 sur une barge que faire 10 fois 1 sur des camions. Donc il est absolument essentiel de travailler ces points-là, c'est la performance économique qui en dépend, mais pas que, c'est la performance aussi environnementale, parce que le produit qu'on va consommer au bout, son bilan carbone, il dépend aussi du transport, et il est absolument nécessaire d'accélérer tout ça. Des solutions, il y en a. Donc, soit je les développe maintenant, soit on va y venir dans quelques instants. Mais justement, il y en a beaucoup. Puisque tu parlais d'énergie, on va passer la parole à Caroline. Il y a un sujet qui est un sujet évidemment très important, c'est d'avoir une électricité qui soit une électricité facile à utiliser en nombre, avec tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons plus une péninsule électrique. Il faut imaginer un territoire qui est le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il faut, notamment sur la bande littorale, qu'on donne de l'électricité à un nombre d'usagers importants, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Ça a toujours été un problème, ça allait encore un petit peu plus. Et là, il y a un véritable débat aujourd'hui d'une infrastructure nécessaire à tout ce dont on vient de parler, qui est une ligne à haute puissance dont vous allez certainement nous parler. Mais EDF, dans notre région, c'est aussi l'hydroélectricité, c'est aussi du nucléaire, c'est aussi des éoliennes. Donc aujourd'hui, beaucoup d'activités qui sont en lien tout simplement avec la notion aussi de transport. Donc comment est-ce que vous voyez votre rôle dans tout cela, Caroline? Et puis, comment vous voyez aussi l'avenir du territoire au titre donc d'un grand aménageur et acteur de l'énergie? Oui, alors la question est extrêmement large. Peut-être 2 mots, alors tout le monde connaît EDF, je ne reprécise pas, peut-être simplement sur la région, 2 mots pour dire qu'on est 9000 salariés, qui couvrent en fait toute la chaîne de l'électricité, c'est-à-dire qu'il y a effectivement toutes les solutions de production. Donc il y a eu la mise en service par exemple de Provence Grand Large, les éoliennes, il y a un nouveau parc en production de 250 MW également au large de Fos. C'est toute l'ingénierie du parc nucléaire en exploitation France qui est basée sur Marseille, même s'il n'y a pas de centrale nucléaire sur la région. Mais c'est également la production d'hydrogène, ce qu'on sait assez peu. C'est bien sûr l'hydroélectricité, c'est les parcs photovoltaïques. Donc sur de la production décarbonée, aujourd'hui, on est extrêmement présent sur la région. J'en profite pour glisser un mot, mais je vous en reparlerai. Mais l'électricité aujourd'hui en France, indépendamment d'EDF, c'est déjà décarboné à 95%. Dit autrement, quand on parle de décarbonation des process ou décarbonation du transport, vous branchez sur une prise, vous avez déjà décarboné à 95%. Donc ça, c'est un élément clé qu'il faut quand même avoir en tête. C'est également EDF des solutions sur l'aval, donc bien sûr la fourniture d'électricité, mais également tout ce qui est service. Et quand on parle de transport, c'est également tout ce qui est infrastructure de recharge de véhicules électriques pour les particuliers, mais également pour la partie plus forte puissance. Et puis des structures comme Dalkia Électrotechnique qui travaillent sur toute la partie réseau privé, sur poste HTABT et réseau de puissance quand il faut amener des bornes de recharge qui font aujourd'hui, y compris pour du transport lourd, des fois 150, 200 ou 300 mégawatts de puissance individuelle. Donc voilà, donc c'est toutes ces solutions-là et puis évidemment le réseau au milieu pour arriver à transporter tout ça.
Et donc cette fameuse ligne là dont tout le monde parle aujourd'hui, parce qu'il y a des enjeux, en effet on y viendra, qui sont des enjeux aussi écologiques, même touristiques parfois, des gens qui disent mais attention nos paysages et tout, on y tient particulièrement. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu aussi fort pour la partie Pourquoi c'est un enjeu très fort? Parce qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, les besoins de puissance de la région, pas les besoins, la consommation, les appels de puissance de la région aujourd'hui, c'est de l'ordre de 5 à 8 gigawatts. Donc pour donner un ordre de grandeur, une centrale nucléaire c'est 1 gigawatt en termes de puissance, de capacité de puissance. Donc voilà, 5 à 8 gigawatts aujourd'hui d'appels de puissance sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tous secteurs confondus. Et Jean-Michel parlait de la transformation de la zone de Fos. Les projets qui prévoient de s'implanter sur la zone, plus la décarbonation des industries en place, qui sont tenues par la réglementation et qui doivent du coup décarboner leur process d'ici 2030, c'est 5 à 6 gigawatts de plus. Dit autrement, on va vers un doublement des appels de puissance électrique sur la région d'ici 2030. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que cette puissance aujourd'hui, elle est apportée entre le Gard, la vallée du Rhône pour faire simple, et puis la zone de Nice par une ligne THT, très haute tension, à 400 kV. Et il y a eu un projet dans le début des années 2000 de doublement pour arriver à renforcer cette puissance. Ce projet n'a pas pu se faire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve toujours avec une seule ligne qui alimente l'ensemble de la région. Et quand on voit monter tous les sujets de décarbonation et d'électrification des usages, cette nouvelle ligne, elle est juste incontournable pour que la transformation qu'a évoquée Jean-Michel puisse se faire. Si on n'a pas cette ligne à 400 000 volts, on n'a pas de transformation de la territoire du Fos. C'est d'autant plus dommage que là, on parle de transport de l'électricité, mais l'électricité, elle est abondante. Donc aujourd'hui, elle est produite. Exactement. Il faut simplement la transférer sur les. Là sur aussi, les donner un chiffre. 2024, la France a exporté l'équivalent de la consommation annuelle de la Belgique en matière d'électricité. Donc vous voyez que ça fait 89 TWh pour être précis. C'est une électricité qu'on a complètement à disposition si on veut décarboner et si on veut passer à l'électrique un certain nombre d'usages. Alors Jean-Michel, tu veux apporter un complément? Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le schéma qui doit être retenu, il doit en fait assurer les besoins pour les 90 ans qui sont devant nous. Si nos prédécesseurs n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait à Fos, il y a 60 ans en arrière, Fos ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et je rappelle que l'industrie, c'est quand même plus de la moitié de la richesse des Bouches-du-Rhône. C'est 33% de ces emplois. Donc heureusement qu'il y a nos prédécesseurs qui ont fait ça. Donc il faut assurer les 90 ans qui sont devant nous et il faut assurer tous les besoins complémentaires sur l'ensemble de la région. Et on le voit bien, le tertiaire, bien sûr, la mobilité, le numérique, les data centers et autres. Donc si on regarde les besoins à l'échelle régionale dans le futur, on peut en rajouter encore quelques-uns de gigawatts. Et le schéma, il doit être celui qui va sécuriser cette alimentation pendant ces nombreuses années. On n'y reviendra pas deux fois. Donc le schéma qu'on fera, il doit répondre à ces besoins long terme. Alors Mathieu, maintenant on va évoquer la question du transport décarboné, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des activités d'import-export, on va dire, on a souvent cette idée que, par exemple, mais j'attaque tout de suite par les sujets un peu clivants, le commerce électronique amène à faire circuler dans le monde beaucoup plus de marchandises qu'avant, pour des bienfaits qui sont limités. On a pas mal de gens qui commandent des choses à l'autre bout du monde et puis qui les renvoient avant même qu'elles soient arrivées dans leur boîte aux lettres, ou presque. Enfin voilà. Donc il y a quelques enjeux un peu crispants quand on parle aujourd'hui des activités d'import-export sur la partie impact sur notre planète et notamment donc sur notre territoire, qui est pas très simple en matière de transport. Comment est-ce que tu vois la responsabilité de tes adhérents sur cette question-là et sur cette notion donc de faire attention à ce qu'on soit bien sur une logique de décarbonation et d'acceptation écologique? Tout à fait. Et il est à la fois pas simple et en même temps, on a la chance d'avoir un territoire. Alors souvent, après, on pourrait qualifier cela d'être un peu trop chauvin, mais on a un territoire qui est quand même assez exceptionnel. Parce que entre la partie maritime, et je mets de côté toute la partie data center qui est aussi un sujet à part dans cette position maritime, puisque 98% des flux quand même Internet passent par Marseille aujourd'hui. Mais entre la partie maritime, la partie ferroviaire, la partie route, et puis la partie fluviale, on a tout qui peut passer depuis Marseille. Effectivement, un des enjeux de la consommation, il y a un enjeu de décarbonation et puis il y a un enjeu aussi de commercialisation. On s'est habitué, malheureusement ou heureusement,
à commander et à avoir dans l'instant de raison le colis qui nous est livré. Si vous le commandez avant midi, il est arrivé chez vous. Est-ce que vraiment on en a besoin? Et ça fait partie des sujets que l'on aborde avec nos membres. De dire aujourd'hui, quand vous prenez un colis entre Marseille et Lyon, il vous faut 2 heures, 3 heures pour qu'il soit livré par camion. Par contre, si vous prenez le fleuve, vous allez peut-être mettre 3 jours, 4 jours. Mais est-ce que vraiment ça va changer votre mode opératoire? Est-ce que vraiment ça va changer votre production si ce colis-là, ou ces colis-là, du coup, avec en plus une électrification sur ces bateaux, etc., vous permettent d'avoir un enjeu qui soit beaucoup plus décarboné? On reviendra après sur tous les enjeux de est-ce que les bateaux sont suffisamment alimentés, etc. Mais à minima, le sujet des transports modaux sont des sujets qu'on aborde assez régulièrement, à la fois dans la partie timing, dans la partie après très normes, et puis en même temps, après dans les enjeux aussi de notre territoire. Et la notion de décarbonation, aujourd'hui, elle est essentielle. On avait de la chance d'avoir une norme qui s'appelait la norme CSRD, qui allait pousser aussi les entreprises à avoir de plus en plus de reporting RSE et d'avoir des enjeux qui finalement pour... C'est le spécialiste de la comptabilité du conseil qui parle. C'est ça. Qui était globalement faire une comptabilité extra-financière, qui finalement a été reportée presque sine die. Mais pour autant, les enjeux de décarbonation et les enjeux liés à l'impact environnemental, l'impact carbone, cela reste parce que finalement, soit les donneurs d'ordre ont un vrai enjeu sur la décarbonation et imposent à leurs clients et fournisseurs d'être sur ces enjeux-là, soit c'est le client final qui aujourd'hui se pose de plus en plus de questions en disant est-ce que moi j'ai envie de commander alors comme ça on en cite 3 parce qu'au moins on n'a pas de sujet de concurrence. Est-ce que j'ai envie de commander du Shein tout le temps? Est-ce que j'ai envie de commander du Temu tout le temps? Ou est-ce que j'ai envie de commander du Amazon tout le temps? Voilà, vous avez les 3, on n'a pas de sujet de concurrence. Un Shein aujourd'hui, c'est impossible, industriellement parlant, d'acheter un jean qui vaut 2 euros. On peut faire tout ce qu'on veut. Le coût du transport, l'impact environnemental, le coût de la matière, c'est impossible d'avoir aujourd'hui un jean ou un t-shirt qui vaut 2 euros. Donc forcément, il y a des enjeux derrière. Et après, on parle de destruction d'emplois. Donc comment est-ce que le consommateur aujourd'hui est en train de dire je ne veux plus forcément acheter cela? Et nous, nos membres sont en train de travailler sur ces sujets-là. Alors, l'avantage de travailler en collectif, c'est de ne jamais être seul. Et donc de pouvoir dire au sein de l'APEX, mais au sein des autres associations, on va travailler avec les opérateurs comme l'aéroport, comme le port, comme le transport ferroviaire, comme les transporteurs, avec aussi des opérateurs qui sont plutôt des associations, qui fédèrent autour d'eux toute une communauté. Et en fait, le sujet de la décarbonation, il est aussi aujourd'hui, c'est un sujet d'industrialisation et donc d'accompagnement à ce changement industriel. Donc on est vraiment dans cet accompagnement-là et cette projection. On a des tables rondes qui sont organisées sur les sujets de décarbonation et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut favoriser l'accompagnement au changement, puisque c'est aussi un accompagnement au changement. On a tous, nous, dans nos téléphones, tout à portée de main. Est-ce que vraiment, encore une fois, on a besoin d'avoir ce stylo-là livré dans 2 heures, ou est-ce que, déjà, on n'a pas intérêt à juste descendre et à se rappeler quand même que les centres-villes sont quand même extrêmement importants dans les maillages de territoire. Un chiffre, aujourd'hui, si vous prenez le centre-ville de Marseille, vous avez 13% des fonds de commerce qui sont vides. Le chiffre français, c'est 8%. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir ce mode de consommation, d'avoir ces modes de consommation, en paupériser les centres-villes, et vous continuez à paupériser les centres-villes par le développement de ces modes opératoires et de ces modes de consommation-là. Donc c'est aussi important de rappeler qu'il faut, dans ces modes de transport, penser à la décarbonation, mais penser aussi au simple fait de descendre voir son commerçant de quartier. J'ai un peu digressé, mais non, mais tout à fait, c'est le sujet. Alors moi, maintenant, je vais vous passer un peu la parole parce qu'après, on installera aussi la deuxième table ronde et on continuera à échanger avec les 7 intervenants. Il y en avait 3 là, il y en a 4 qui vont arriver dans un instant. Est-ce qu'il y a une première question simplement à nos intervenants? J'ai envie de vous demander de lever la main si vous n'êtes pas de la région, si vous êtes venu donc pour entendre parler. Voilà. Alors peut-être quel est votre sentiment, Madame, sur ce que vous venez d'entendre? Est-ce que vous nous connaissiez? Est-ce que vous saviez comment ça se passait ici et pourquoi est-ce que vous êtes sur Top Transport? C'est intéressant de mieux vous connaître. Merci. Bonjour à tous, Cheyenne Boukria, société Constellium, industrie aluminium. Moi j'étais venue à la base parce que j'ai un flux qui descend de chez moi jusqu'à La Ciotat
Et je souhaitais le décarboniser via du train et du dernier kilomètre en électrique ou pas. Donc voilà, j'étais venue pour ça. Je vais juste rebondir sur le centre-ville qu'on n'utilise plus. J'ai le même problème chez moi, mais en fait, j'y vais pas parce que je peux pas me garer. Tout simplement. Alors le problème de transport, c'est un vrai problème. Là, par contre, malheureusement, on n'a pas forcément toutes les clés. Mais vous avez raison, après. Quand on parle aujourd'hui de Foss et Tandberg, et qu'on annonce, même si tout ne se fait pas, mais imaginons, parce qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein, ou en tout cas, comment est-ce qu'on va pouvoir remplir ce verre-là, 50 000 personnes, c'est une ville. 50 000 personnes en plus aujourd'hui, et si on va un peu plus loin, qu'on fait un peu de sociologie, 50 000 personnes avec des enfants qui eux-mêmes derrière vont faire des études, qui vont vouloir avoir un appartement à un moment donné pour chercher une certaine autonomie, avec parfois des couples aussi qui sont en séparation, etc. Vous allez en fait avoir un enjeu de réserve foncière qui est juste colossal. Vous allez avoir un enjeu après d'aménagement du territoire qui est colossal. Vous allez avoir un enjeu d'éducation qui est colossal. Donc tous ces enjeux-là, et c'est le rôle du GMF notamment, d'adresser tous les warnings et de dire attention, les projets on les a, les fonds ils vont arriver, la THT tout le monde la veut donc il faudra qu'elle arrive, mais après derrière le rôle de l'État c'est aussi de faire ça, c'est-à-dire que nous on est tous des privés qui investissons dedans, on a tous un enjeu collectif à ce que ça fonctionne. Le rôle de l'État, c'est de faire aussi en sorte que dans ce cadencement-là, tout cela fonctionne. Pour vous faire un tout petit peu de promotion du territoire, comme ça, vous avez intérêt et vous comprendrez pourquoi il faut vraiment venir sur le territoire. Marseille et ex-Marseille et la région, c'est un territoire absolument fabuleux parce que Foss et Tandberg, c'était un territoire incroyable d'un point de vue industriel quand ça a été lancé. Effectivement, après, il y a eu tous les enjeux d'industrialisation et de la fin d'une période pétrolière. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait de ce territoire-là ? Moi, si vous voyez ce qui peut se passer sur ce territoire-là, c'est absolument incroyable. Oui, il y a plein de choses à faire. Oui, il y a plein de sujets. Mais la spécificité de Marseille, la spécificité de Foss, la spécificité de la Ciotat, et je suis candidat à rien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de sujet là-dessus, elle est juste incroyable. Le fait d'avoir une ville qui s'adresse à la mer, avec la mer aujourd'hui qui est installée comme vous avez à Marseille, il n'y en a pas 40. Vous avez un tout petit peu Barcelone et encore, mais Gênes, etc., s'écartent de la partie maritime et de cette économie bleue. On a un boulevard aujourd'hui dans cette interprétation-là que l'on peut en faire de cette ville-là. Et vous avez raison de vous réfléchir à aller à la Ciotat, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et si vous voulez qu'on parle de la promotion du territoire, on refera un atelier que pour ça, je peux vous en parler des heures. Je suis un néo-marseillais, en fait. Mes parents n'étaient pas nés là, je me suis installé ici, je suis parti et j'étais très content de revenir. Donc il y a tellement de choses à faire là-dessus. Merci Mathieu. Alors, vous voulez prendre... Non, oui, simplement, bonjour, Jean-Philippe Delmonte du groupe Commonde. Et il va intervenir dans un instant. Après, dans la continuité de cette discussion et de cet échange très, très intéressant, pour vous dire, madame, qu'en tout cas, on a peut-être des choses à discuter avec vous sur des solutions décarbonées entre votre zone et ici. Donc, on sera content de vous voir à la sortie de cette salle. Eh ben, c'est très bien. Voilà, et ça fera le lien avec la table ronde suivante. C'est le but de ces échanges. Oui, il y avait une autre personne qui m'avait dit qu'elle arrivait sur le territoire, qui avait levé la main tout à l'heure. Non? Mathieu Zarpet. Non? Non? Bon. Allez, écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous installer au premier rang. Jean-Michel, tu voulais rajouter un petit mot, et puis je vais installer la deuxième table ronde et on continuera à échanger comme ça. Oui, un petit mot, parce que ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, cette nécessité absolue, alors qu'on a le plus grand port sur la façade méditerranéenne, qui a des atouts qui est absolument extraordinaire. On a des axes, je dirais, en développement, enfin, qui existent et en développement, si on prend l'axe nord-est, donc Marseille, Lyon, la Suisse, l'Allemagne, où on a besoin, en fait, d'intensifier ce report modal, notamment sur le Rhône. Le territoire, il a des atouts qui sont absolument extraordinaires. Et tout de même, on a, parce que moi en tant que JMIF et avec la démarche Provence Fabrique des Possibles,
on a quand même travaillé avec l'État, la région et la métropole une feuille de route dans laquelle l'ensemble des éléments qu'on vient d'évoquer et qui feront la force de notre territoire ont été inscrits. Donc, ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est de déployer cette feuille de route qui va permettre de développer donc ce report modal, de développer les plateformes multimodales dont on a besoin. Il y a des premiers signes encourageants qui sont arrivés. Parce que quand on parle de décarbonation, quand on voit aujourd'hui le temps qu'il faut le matin aux heures de pointe pour faire, Martigues-Fos, il faut 45 minutes pour faire 12 km. Ou même Marseille-La Ciotat. Et donc, on a un premier signal fort qui est arrivé, qui est le contournement de Martigues au Port-de-Bouc. Parce que quand vous faites ce trajet en 10 minutes, plutôt que de le faire en 45, vous décarbonez ce qu'on appelle ce dernier kilomètre. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et puis, je vous rassure, il y a aussi des solutions qui existent aujourd'hui pour décarboner votre dernier kilomètre. Il y a des solutions énergétiques qui sont là. Que ce soit les biocarburants, que ce soit le maritime qui s'est déjà adapté avec le GNL. Donc il y a déjà des solutions qui rendent... Pardon ? Et l'élec, bien évidemment. Et le branchement à quai, non mais tu as complètement raison. Donc il y a des solutions qui sont déjà là. Bon, voilà, donc on a tous les atouts ici pour y arriver. On va y arriver. On a une feuille de route qui prend en compte tout ça. Au-delà du contournement Martigues-Port-de-Bouc que j'ai évoqué, si on prend la RN 568, c'est 50 000 véhicules jour, dont 10% de camions. Et donc, il y a la liaison Fos-Salon, on y travaille, elle finira par se faire. Il y a le contournement d'Arles, la concertation qui va bientôt commencer. Donc voilà, on apporte aussi ces solutions du dernier ou du premier kilomètre, ça dépend comment on le regarde. Donc beaucoup d'espoir, et nous en tant que syndicat en tout cas, parce que le GMIF c'est un syndicat, on se bat pour que tout ça se réalise dans les meilleurs délais. Parfait. Je vous propose de vous installer au premier rang et puis de toute façon vous reviendrez sur le débat. Et on va de toute façon renforcer, enfoncer le clou et parler de sujets encore plus précis par rapport à cet aménagement du territoire. Alors, on a la chance d'avoir avec nous le grand port de Marseille-Fos, qui est représenté par Fabienne Margaille, qui est chef du département solutions intermodales et passages portuaires. Merci de vous installer. Jean-Philippe Delmont, qui est directeur général délégué du groupe Combronde et qui donc est prêt à offrir des solutions aux gens qui s'installent sur le territoire. On a bien compris. Hein. Thierry Jacquinot, qui est directeur régional adjoint de SNCF Réseau pour donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis Martin Ferraud, qui est le président de l'Union maritime fluviale de Marseille-Fos. Alors on va commencer avec vous, Fabienne, prenez le micro. Un des atouts, je crois que tout le monde vend bien le territoire aujourd'hui, mais un des atouts forts qu'on a ici, c'est qu'on a du foncier qui en très grande partie vous appartient, parce que le port, c'est un acteur important dans le domaine des transports, c'est aussi un grand aménageur du territoire. Donc est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment on développe ces atouts qui vous ont déjà permis d'accueillir de nombreuses entreprises, notamment, mais pas que, dans le domaine de la logistique, par exemple ? Donc bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais dire mon plaisir de partager cette table ronde avec des partenaires récurrents, des acteurs et publics et privés, et qui sont l'essence de notre travail, qui est un travail en coopération pour aboutir aux résultats que l'on recherche tous dans cette perspective d'optimisation de compétitivité, de décarbonation, etc. Donc effectivement, vous disiez, le port peut se caractériser notamment par son assise foncière. 10 400 hectares, 10 000 à Fos, 400 à Marseille. Et cette assise foncière renvoie à, évidemment, beaucoup de choses qui ont déjà été dites, à la fois à des enjeux immenses de réindustrialisation, donc l'industrie au moment de la création de la ZAC de Fos et les nouvelles ambitions actuelles, mais ça renvoie aussi à une des forces de ce territoire qui a été évoqué, de ce territoire qu'on peut aimer aussi fortement que ça a été exprimé, avec les enjeux de biodiversité. Parce que sur ces 10 000 hectares, une grande partie, presque la moitié, donc dans une vision prospective de développement, va être, est déjà et va continuer à être consacrée justement à des enjeux de couronne verte, de maintien d'un patrimoine au service de tous. Donc c'est 10 000 hectares et en particulier donc la partie sur laquelle on va développer, on continue à développer industrie et logistique. En fait, on le fait dans un des mots-clés qui me semble important pour mon intervention, c'est cette notion de coopération. Donc un exemple type au-delà de ce qui s'est fait dans les années 70, c'est ce qu'on a fait au début des années 2020, qui est la démarche OASIP, orientation d'aménagement pour la zone industrielle portuaire de Fos. Et je pense que tous les acteurs à cette table ronde
ceux de la table ronde précédente y ont été partie prenante et c'est essentiel pour avoir des résultats partagés et de bons résultats. Alors, il y a le foncier, puis il y a aussi le branchement vers l'Interland, c'est-à-dire qu'on peut remonter assez facilement de Marseille, parce qu'il y a la vallée du Rhône, donc avec bien sûr des autoroutes, mais aussi un fleuve, et la possibilité d'aller vers l'Europe du Nord. Aujourd'hui, vous travaillez sur des projets. Alors, on a été un petit peu encalminé pendant des années parce que le projet du canal Rhin-Rhône ne s'est pas fait. Mais là, maintenant, vous reprenez la main sur des grands projets d'aménagement qui vont bien au-delà de Marseille. Donc, un fleuve, des routes, mais aussi des voies ferrées, je pense. Je dirais que cette notion de coopération que l'on a à l'échelle de ce territoire local élargi, on l'a aussi donc avec davantage de partenaires à une échelle d'axe, parce que d'autres mots importants, je pense, essentiels ici, c'est la notion d'axe Méditerranée-Rhône-Saône et aussi plus largement la notion de corridor et de corridor vert. Alors c'est des mots souvent utilisés, mais c'est vraiment essentiel pour nous, parce que ces corridors verts, c'est l'alliance en fait de la massification sur la mer et sur la terre. Et donc on a parlé de routes, de fer, de fleuves, mais ça me semble intéressant aussi d'évoquer que le port, comme tout le monde le sait, est un grand port, a été, est un grand port d'hydrocarbures ou de vrac liquide. Et on a aussi le pipe. Donc on a vraiment 4 modes terrestres. Et ce qui est intéressant peut-être en chiffres clés, c'est 70% des volumes passent en pipe. Donc lorsqu'on évoque les autres volumes, c'est important bien sûr aussi par rapport aux enjeux de développement, mais on a aussi cette dimension-là. Et donc nos actions sont à l'échelle, de même qu'on a travaillé sur l'OASIP, on travaille avec des parties prenantes qui sont ici sur un schéma directeur d'aménagement à l'échelle de l'axe MERS, donc qui est une volonté du président de la République, cet axe MERS en même temps que Marseille en grand. Et on a MERS, ça, on décline, c'est décliné. Les 4 lettres. MERS, c'est Méditerranée-Rhône-Saône. Voilà, Méditerranée-Rhône-Saône. C'est vraiment d'avoir une base fluvio-maritime intégrée de développement industriel, logistique, adossée à une armature fer-fleuve de Marseille-Fos à Lyon et au-delà sur la Saône, en travaillant aussi avec la façade maritime. Et donc là, on développe différents outils, mais on va en donner quelques détails. On va passer la parole à Thierry, parce que, bien sûr, ce qui est intéressant dans votre foncier, c'est que souvent, il est branché. C'est-à-dire qu'il y a déjà des infrastructures qui existent. On peut citer, parce qu'il n'y a pas une semaine ou deux sans qu'on nous dise ce qui se passe à Miramas, notamment, puis on en parlera avec vous également, avec le groupe Combronde. Aujourd'hui, comment ça évolue dans ce travail en commun, Thierry, la notion de mieux utiliser aujourd'hui le fer dans le domaine du transport décarboné? Oui, bonjour à toutes et tous. Juste peut-être pour rappeler que quand on parle du fer, on parle de transport massifié. C'est vrai pour les voyageurs, c'est vrai pour les marchandises, et c'est ce qui fait son domaine de pertinence. Quand on parle du port de Marseille, on est typiquement sur un lieu où on va concentrer l'industrie, où on va concentrer les flux, et on va donner finalement pleinement son rôle au fer. Bon. Quand on arrive à massifier et qu'on met de la marchandise sur le train, en termes de décarbonation, c'est assez magique. C'est 9 fois moins de CO2, c'est même si on est sur des engins qui ne sont pas électriques, même s'ils sont massivement déjà électriques, c'est 6 fois moins d'énergie. Donc on décarbone massivement donc le transport. On massifie aujourd'hui de manière importante sur le port de Marseille, et Jean-Michel Diaz le citait, les investissements, l'installation de nombreuses industries supplémentaires, le développement de certains trafics maritimes va encore le développer de manière importante. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, en une journée sur le port de Fos, sur la ZIP, c'est environ 68 trains qui rentrent et qui sortent tous les jours. En 2040, on devrait être entre 2 fois et 3 fois ce chiffre. Donc aujourd'hui, tout notre travail, c'est nous adapter en fait à ce développement très important du ferroviaire qui est attendu sur le port de Marseille. Et ce développement, en fait, il fait appel à un système. Il fait appel à un système où on passe par des infrastructures privées, donc les embranchements, les industriels. On passe par des infrastructures portuaires qui sont sur le domaine portuaire et qui ensuite se continuent sur le réseau national, voire international, pour retrouver le même schéma en bout de piste. Et c'est tout ce système qu'on organise et qu'on travaille
de manière très collective, en fait, pour arriver à continuer à avoir la capacité nécessaire pour répondre à ces besoins. Aujourd'hui, on a de la capacité pour répondre à des besoins. Tout le travail que l'on fait aujourd'hui, c'est continuer en fait à faire cet exercice de prévoir l'avenir et à développer ce dont on a besoin, soit tout simplement en gérant mieux l'exploitation, parce que le jeu, c'est avoir des sillons sur le réseau pour continuer à se développer, voire faire un certain nombre d'investissements dès lors qu'on n'y arriverait pas. Et ça, c'est tout le travail qui est fait dans le cadre de la plateforme MERS. Très bien. Alors Jean-Philippe, vous êtes un acteur privé de ce secteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir combien les boîtes privées ont évolué par rapport à ces problématiques. On passe de solutions de transport assez classiques à une réflexion de multimodal. Comment est-ce que vous réagissez dans votre groupe par rapport à l'évolution du territoire ? Bonjour à tous, en tout cas, et merci pour cette invitation. Déjà, juste en quelques mots pour dire que le groupe Combronde, c'est le nom d'une famille. La famille Combronde, c'est la 3e génération aujourd'hui qui est à la tête de cette société, notamment avec Céline Combronde qui est ici présente, qui est directrice générale du groupe, avec son frère Fabien et leur papa François. Pour dire que en fait, l'histoire de Combronde, simplement, c'est justement de partir du transport routier. Au départ, le groupe Combronde, c'est un transporteur routier et qui a fait le choix de développer ses services déjà autour de la logistique. Aujourd'hui, on a 300 000 mètres carrés de surface de logistique, mais aussi d'aller vers du report modal et de développer le ferroviaire à partir du début des années 2010. Parce que justement, c'était une question à la fois de réponse à les demandes de décarbonation qui commençaient un petit peu à émerger, même si à l'époque, ce n'était pas aussi fort. Et puis, il y a aussi un enjeu social, parce que derrière, finalement, faire remettre des boîtes sur des trains, c'est finalement, au niveau des chauffeurs, avoir moins de chauffeurs aussi. Et non pas qu'on soit contre les chauffeurs, c'est pas du tout le sujet, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui, on va arriver aussi avec une génération qui va avoir beaucoup de départs à la retraite et qu'il va y avoir un sujet de renouvellement. Et donc, il faut pouvoir aussi anticiper cette question-là face à, en plus, un monde où le nombre de flux et des volumes augmente et explose, comme on en a parlé, comme ça a été évoqué précédemment. Juste pour dire que dans cette configuration, le groupe Combronde donc, a développé des services ferroviaires en liaison avec les grands ports français, dont le port ici de Marseille-Fos, avec une collaboration qui est effectivement très, très importante et très efficace pour nous. Et bien sûr avec SNCF, parce que derrière, quand on fait rouler des trains, il faut les faire rouler sur le réseau et connecter les plateformes. Et donc, de fait, aujourd'hui, et puis donc le port de Fos et aussi le port du Havre. Voilà. Et donc, quand on regarde aujourd'hui sur le port de Fos, l'Interland, on le connecte par des trains réguliers toutes les semaines, au départ de Clermont-Ferrand, au départ de Lyon, notre plateforme de Loire-sur-Rhône. Et là, même pour Lyon, on fait à la fois du train et à la fois de la barge. Donc, on joue vraiment sur les deux modes qui sont très complémentaires. On a également des trains qui vont vers Vergès, pour le site avec notamment Perrier. Et puis, aujourd'hui, un point très important, c'est le fait que pour développer le report modal aussi pour notre groupe et pour les acteurs du territoire de la région, ici, de PACA, on a monté et on vient d'ouvrir une nouvelle plateforme multimodale, trimodale, en tout cas, donc fleuve, rail, route, à Arles. Et elle est effective depuis le 1er septembre. Et de fait, on connecte, c'est vrai qu'en tout cas, il y a un enjeu très fort sur l'axe rhodanien, pour le report modal, mais il y a aussi des enjeux quand on raisonne en transverse. Et typiquement, là, on a ouvert depuis lundi, cette semaine, une nouvelle liaison régulière entre Bordeaux, notre plateforme de Bordeaux, et Arles, est connectée derrière au port de Fos. Voilà, donc c'est pour dire que vraiment pour nous, l'enjeu pour le groupe, c'est le report modal est un enjeu totalement stratégique. C'est plus de 2000 trains par an. C'est 2 barges aujourd'hui qui tournent. Et clairement, autour de ce pôle de Arles, pour nous, il doit être totalement construit en connexion avec le port de Fos-Marseille. Et de fait, clairement, le rôle à la fois que l'on a, enfin, le développement du report modal doit passer par le ferroviaire. Et donc là-dessus, clairement, il y a eu un gros boulot qui a été fait avec les équipes de Thierry. En tout cas, merci pour ça. Mais derrière aussi la barge, le fleuve. Et notamment, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir connecter tous les jours le port de Fos à notre terminal de Arles avec une barge qui permettrait comme ça à la fois de répondre et de désengorger les routes sur des transports qui sont finalement locaux faits par la route, mais aussi d'amener des boîtes sur le terminal de Arles pour après repartir soit vers Bordeaux. Il y a également aussi un train qui a commencé depuis le mois de septembre vers Lille, au départ de Arles, avec notre partenaire Froid Combi. Et donc, ça veut dire de vraiment faire un hub connecté au port de Fos
et qui permet justement de sortir et d'enlever des camions de la route, même si on n'est pas là pour dire que la route c'est mal, on est un transporteur aussi routier à la base, mais clairement il faut jouer la complémentarité entre ces modes, et pour dire enfin pour terminer que la décarbonation c'est aussi les derniers kilomètres, et que là-dessus, les camions électriques, par exemple, c'est une vraie solution. On a commencé à en déployer au sein du groupe, et notamment, on a des équipements sur Arles qui permettent d'en faire. Mais comme vous l'avez dit aussi, des carburants alternatifs type HVO. Voilà, donc ce sont toutes ces solutions-là et tout ce mix-là, avec les chargeurs, pour les chargeurs et bien sûr les compagnies maritimes et les transitaires, que l'on peut arriver à pousser toutes ces solutions. Merci Jean-Philippe. Alors je vais passer la parole maintenant à Martin, donc, qui est président de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos. Donc on a parlé beaucoup du port, on a parlé beaucoup du fleuve. Il y a quelques temps, on était un peu sur des oppositions culturelles entre Marseille et Arles, sur des oppositions culturelles entre Marseille et Lyon. Maintenant, on voit qu'à Lyon, on peut parler du port de Lyon sans que ce soit une injure pour le port de Marseille, bien au contraire, avec de gros aménagements privés sur Lyon, sur Pagny, etc., qui permettent vraiment de croire, Martin, à cette possibilité d'augmenter le trafic fluvial qui aujourd'hui en pourcentage représente peu, mais donc ça veut dire que la marge de progression elle est considérable. Merci, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, nous, encore une fois, si on prend le sens de l'histoire, Marseille s'est créé avec une activité portuaire, avec une activité de commerçants qui sont venus nouer des liens effectivement avec les tribus qui étaient locales. Et il se trouve que le Rhône passait déjà par là, en tout cas à proximité. Donc il s'agit juste de reconquérir notre hinterland naturel et de venir réutiliser des flux qui passaient déjà par le fleuve par le passé. Et on a beaucoup parlé là ce matin de ce qui peut se passer sur le territoire. Mathieu Capuano a cité ce qui pouvait être fait effectivement sur des flux et un peu plus lointains et notamment export. Mais je voudrais qu'on rappelle peut-être avant d'enfoncer sur le fleuve, de dire on a quand même une décarbonation qui passe par une évidence qui est très simple mais qui est peu souvent soulignée, c'est que le trajet qui pollue le moins, c'est le trajet le plus court. Donc déjà, le fait effectivement de favoriser qu'on ait des lignes maritimes qui touchent Marseille et qui structurent une massification du report modal qui peut être fait ensuite, qu'il soit effectivement par le fleuve, qui est ultra capacitaire aujourd'hui, donc on n'a pas besoin d'investir pour massifier ce qui peut être fait sur le fleuve, que cela passe par le ferroviaire, que cela passe par le routier, parce qu'il y en aura toujours en routier, ou que ça passe par les pipes, comme ça a été souligné aussi, nous avons la chance d'avoir un port multi-activité, multi-énergie, qui a effectivement des capacités d'irrigation de son territoire, qui est juste gigantesque. Et sur cette capacité-là, souvent, on a peut-être un peu l'impression que le port de Marseille et le port de Lyon ou le port de cet hinterland-là, mais en fait, ça va bien plus large que ça. Aujourd'hui, le port de Marseille peut tout à fait irriguer jusqu'à la bordure atlantique. On peut remonter bien plus au nord, effectivement, de Lyon, et nous avons effectivement des trafics qui peuvent être captés en région parisienne, en sud de la région parisienne, en région suisse, ou même effectivement un peu plus au nord, vers le sud de l'Allemagne. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de considérer la décarbonation, le raccourcissement des distances et le meilleur mode de transport pour faire en sorte qu'on arrive à contenter le chargeur qui est derrière, qui va lui être confronté effectivement à un marché dans lequel c'est son client final qui est souvent le décideur en termes de responsabilité RSE et en termes effectivement d'impact prix que peut avoir cette responsabilité RSE. Donc, dans cette configuration-là, nous, le mariage avec Lyon, il est une évidence. Et si par le passé, il y a pu avoir des rivalités, en tout cas, nous pensons qu'elles n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. De même qu'il n'y a pas lieu d'avoir de rivalité avec les autres ports voisins de notre axe. On peut parler de Toulon, on peut parler de Sète. Nous savons aujourd'hui qu'il y a effectivement cette commande du président de la République d'essayer de réfléchir à une gouvernance d'axe. Nous pensons que nous devons effectivement associer nos capacités, nos compétences, nos puissances, nos spécificités locales, parce que tous les ports n'ont pas les mêmes infrastructures, les mêmes connexions. Donc on doit additionner ces choses-là pour faire en sorte de reconquérir nos flux. Nous, un des sujets principaux que nous portons au sein de l'Union maritime, qui, je rappelle, regroupe effectivement 300 entreprises, 20 000 emplois directs sur notre territoire, en grande partie sur Marseille-Fos, mais aussi bien au-delà, puisque nous avons ouvert l'année dernière, notamment notre club des transitaires sur Lyon, avec certains transitaires qui sont devenus administrateurs du syndicat des transitaires de Marseille-Fos, qui a été renommé syndicat des transitaires Marseille-Rhône-Alpes pour l'occasion. Donc on a cette volonté d'agréger un maximum d'acteurs. Pourquoi ? Pour venir massifier le besoin et venir se tourner après vers des opérateurs économiques, que ce soit le port quand il est en capacité de répondre, ou sinon les opérateurs privés, les manutentionnaires, les opérateurs ferroviaires, les opérateurs fluviaux, pour arriver à faire en sorte qu'on massifie. Si on raccourcit les lignes, qu'on massifie, on gagne effectivement en pertinence économique, on gagne en pertinence RSE. Et c'est ça tout l'enjeu que nous avons. Donc nous, aujourd'hui, il n'y a pas de guerre de chapelle, il n'y a pas de rivalité, il y a au contraire effectivement le fait de se dire faisons mieux, faisons plus fort, parce que quand on ne fait pas par nos ports, ça passe en général par des ports voisins, européens,
Ça peut être les ports italiens, ça peut être les ports espagnols. Et par contre, la marchandise finit quand même sur notre territoire. Donc ça veut dire qu'on se retrouve, nous, contribuables français et sociétés françaises, à contribuer à des impôts pour financer nos infrastructures. Ces infrastructures sont utilisées par des voisins européens qui passent quand même, qui les endommagent, mais qui, eux, n'ont pas effectivement cette contribution économique là-dessus. Donc on est dans un schéma qui, de toute façon, à long terme, économiquement, n'est pas viable. Donc toutes les initiatives qui sont faites aujourd'hui pour raccourcir, pour matifier, pour décarboner, on a parlé de l'électricité, on a parlé très rapidement du GNL, mais c'est vrai que quand on a aujourd'hui un armateur comme la CMA-CGM qui passe un deal majeur avec Total pour faire du soutage GNL sur la zone, c'est précurseur. Le port de Marseille, à l'échelle mondiale, fait partie du top 10 des ports mondiaux qui ont cette capacité d'approvisionnement GNL. C'est effectivement de la décarbonation très structurante pour l'activité et pour les filières maritimes. Le branchement à quai, on est très à l'avant-garde là-dessus. Et je voudrais aussi rappeler qu'on a eu une première mondiale avec les navires de la Méridionale, notamment il y a quelques années, sur tout ce qui a été la filtration des particules de fumée de combustion de la propulsion de nos navires. Donc on a effectivement ici une infrastructure et territoire et une synergie entre les acteurs publics et les acteurs privés qui est sincèrement exceptionnel, qui se place très bien dans ce territoire d'océan des possibles que nous avons avec les projets industriels qui sont en train d'arriver à Fos et qui vont venir effectivement structurer d'autant plus nos flux. Donc nous, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons au quotidien à l'Union maritime et nous essayons effectivement d'agréger un maximum d'acteurs pour faire en sorte qu'on ait les meilleures réponses économiquement, logistiquement pertinentes. Et en ce sens, on accueille effectivement toutes les parties prenantes, et on inaugure là, dans quelques semaines, va être lancé effectivement un club dédié sur la partie report modal sur le fleuve, pour effectivement essayer de massifier effectivement tout ce qui peut être fait là-dessus, pour aller à hauteur de la capacité du Rhône, d'une part, et d'autre part, pour regarder comment on peut soutenir des démarches de certains porteurs de projets qui veulent décarboner aussi la navigation sur le fleuve en introduisant des cales électrifiées sur le Rhône. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste quelques instants. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces interventions? Alors, je vais peut-être demander à Jean-Philippe, est-ce que votre client final, il s'intéresse à ces questions-là, de savoir si la marchandise va passer par le rail, par la route, par le fleuve, peut-être en avion, j'en sais rien. Enfin, aujourd'hui, c'est une préoccupation du client. Oui, c'est vraiment une des préoccupations qu'on a vu grandir, monter. Ce qui n'empêche pas que derrière le client, en tout cas bien sûr, il va chercher des solutions décarbonées. Donc là-dessus, les approches par le report modal notamment sont très importantes. Mais ce qui n'empêche pas à côté de ça, malgré tout, qu'on a toujours une obligation de résultat. C'est-à-dire que le client, il doit pouvoir être livré, il doit avoir de la fiabilité dans la livraison de ses marchandises. Après, c'est vrai qu'au niveau des transit time, il y a certainement des choses où parfois on est sur des flux tellement tendus que ça peut poser des vrais sujets et que là, il y a certainement besoin parfois de pouvoir, ce qui peut être un peu détendu. En tout cas, ça doit se faire avec eux, avec les clients, avec leur organisation. Et au final, bien entendu, malgré tout, c'est l'économique. C'est-à-dire que le report modal, et notamment si on le fait, des clients aujourd'hui sont quand même prêts à en faire à condition que ça ne coûte pas forcément plus cher. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'abord des organisations qui soient agiles, qui soient très efficaces, qu'il faut énormément massifier pour pouvoir écraser des charges fixes parce que ce sont des métiers de charges fixes. Donc les plateformes de collecte, de massification sont absolument essentielles. C'est un enjeu totalement stratégique et là-dessus, c'est vraiment un axe, en tout cas nous pour le groupe, absolument essentiel, mais pas que puisque ça concerne tout le monde. Et donc, voilà, en tout cas, au final, c'est que les clients puissent avoir des solutions décarbonées, qu'ils soient initiateurs de ça, parce que s'ils ne le poussent pas, ça n'avancera pas. C'est clairement, on a besoin d'eux, mais qu'au final, en tout cas, dans le résultat qu'on peut produire, finalement, ils se disent qu'ils ont fait le bon choix parce que c'est efficace. Voilà, si c'est pas efficace, on ne pourra pas non plus réussir. Merci beaucoup de ces précisions. Fabienne, vous vouliez rebondir sur ces sujets-là? Rebondir sur l'aspect de ce qui peut intéresser le client et cette recherche de simplicité, de fluidification. Je pense que c'est intéressant aussi d'évoquer certains outils, puisqu'on évoque tous l'importance du partenariat et de projets en commun. Donc évidemment, on pense tout de suite aux infrastructures, aux services qu'on va mettre dessus, mais il y a aussi les services supports. Et donc... Là, on n'a pas encore trop parlé d'innovation, même si c'est dans l'ADN de chacun, forcément. Mais la question de la digitalisation est quelque chose d'important. Et notamment, je voudrais le citer, puisque c'est un projet qui a été porté en communauté,
à l'échelle de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, le fait d'étendre la communauté portuaire autour du Cargo Community System CI5 à l'ensemble de l'axe Rhône-Saône et aux opérateurs massifiés. C'était déjà embryonnaire, mais ça se développe davantage. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça permet justement de mettre en œuvre plus simplement des facilités douanières, donc au service du client, d'optimiser les opérations par l'anticipation et de tracer. Et derrière, on a un partenariat fort avec la douane là-dessus. Donc c'est essentiel pour le développement du commerce. Et peut-être un autre outil original qui est dans le maillage du territoire, puisqu'il me semble qu'on a évoqué l'importance des plateformes pour justement ensuite étendre l'Interland. Et le port et d'autres ports en France, et le faisant en coopération d'ailleurs, prennent des participations hors de leur territoire. Donc par exemple, pour ce qui est le port de Marseille, c'est en haut de la Saône à grand gabarit, ou encore en Alsace. En Alsace, c'est avec le port de Paris, par exemple. Et donc, comme le disait Jean-Philippe, des travaux, enfin des liaisons desservent les différents ports. Les ports sont aussi bien placés géographiquement sur certains marchés, comme disait Martin. Donc voilà, il y a cette volonté aussi de se rapprocher du prescripteur final, si on peut dire, et de faire d'une certaine façon une pédagogie et faire connaître. Et il me semble que dans cette idée de travailler en commun, il y a aussi le fait de la difficulté, puisqu'il y a une multiplicité d'acteurs. Mais on est dans une période où il y a une appétence visiblement des chargeurs. La UTF a signé une déclaration d'ambition. Le sujet des corridors est un des thèmes adressés, comme la digitalisation, la transition énergétique. Et il y a aussi des outils publics d'incitation. Tout ce qui est mis en place autour de Remove. Hier, il y avait l'Assemblée générale du Groupement national de transport combiné et ça a été vraiment mis en avant. Donc, c'est faire de la formation, entre guillemets, à tous les niveaux. Enfin, du jeune qui va ensuite devenir un professionnel, à un transitaire qui était peut-être plutôt habitué au routier, à un chargeur qui veut mieux comprendre comment il discute avec ses partenaires. Et voilà, il y a une période vraiment intéressante. Oui, bonjour, pardon. Je suis Francis Grimaud, président de l'Union maritime et portuaire de France, qui regroupe les unions maritimes locales présentes sur les grands ports maritimes. Donc, un peu plus de 2000 entreprises, pas loin de 200 000 emplois. Pour rebondir simplement et élargir un tout petit peu le débat, vous confirmez avec joie que vos réflexions sont celles qui sont menées aujourd'hui dans toutes les communautés portuaires. Les logiques d'axe, MERS, effectivement, vous avez la même sur l'axe Seine. Effectivement, aujourd'hui, on travaille sur la massification, sur la globalisation, sur le raccourcissement des distances. Le secteur privé a besoin et souhaite pouvoir travailler avec les partenaires institutionnels et l'État. Et aujourd'hui, les choses, je pense, sont quand même en train d'évoluer favorablement, puisqu'il y a une réelle prise de conscience. Tu disais, Martin, que tu te réjouissais d'avoir des voisins à Sète et d'autres ports. C'est le principe de ce que l'on souhaite mener aujourd'hui à l'UMPF, en tous les cas, c'est de raccourcir aussi les relations entre chacun. Ce que vous faites au sein de la société Combronde, que j'ai connue il y a pas loin de 30 ans, je pense, aujourd'hui, c'est assez phénoménal. C'est un bel exemple de ce que le privé peut faire. Et je pense que nous en sommes tous là aujourd'hui. Donc, pour moi, cette table ronde doit nous rendre optimistes sur la suite de tout cela. Merci. Merci beaucoup. Peut-être une question par rapport à votre intervention, monsieur. Est-ce qu'un des atouts qu'on a, c'est pas justement, même si quelquefois ça fait très, très concentré, Jean-Michel évoquait les difficultés pour se rendre sur Fos avec le nombre de véhicules par jour, on a l'impression qu'ici, les distances sont quand même relativement réduites aussi. On parle également beaucoup d'économie circulaire avec des acteurs qui sont très proches les uns des autres. Dans ce golfe de Fos que certains veulent plus appeler zone de Fos, il y a eu un débat avec Provence Promotion où Philippe Stéphanie a dit non, il faut déjà qu'en communication, on n'appelle plus ça la zone de Fos, mais le golfe de Fos. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des possibilités de vendre aussi cette très forte proximité, parce que finalement, les distances ne sont pas énormes entre Miramas, Arles, donc le golfe de Fos, c'est un atout pour notre territoire. Thierry. Oui, peut-être quelques éléments. Le fait d'avoir une zone aussi incroyable en fait sur le territoire fait que pour toute la région, et même nous on le voit dans les marchés ferroviaires, donc dans des marchés massifs, notamment sur les déchets, qui sont des marchés un peu émergents. Sur un certain nombre de marchés sidérurgiques ou autres, le fait d'avoir à proximité de
de la région, du sud de la région Rhône-Alpes, de tout l'ouest de l'Occitanie, autant de facilités qui sont présentes à cet endroit-là, qui sont aussi bien placées en fonction des infrastructures fluviales, routières ou ferroviaires, en fait créent beaucoup de liens et font que ce territoire assez large que je viens de décrire bénéficie en fait de toutes ces toutes ces installations. Et même quand on voudrait emmener à La Ciotat de l'aluminium, en fait, le fait d'avoir ce support, toutes ces infrastructures et l'ensemble du tissu industriel, en fait, facilite l'ensemble des échanges et raccourcit quelque part un peu ces distances dont tu parles. Martin ? Et peut-être juste pour compléter, plus qu'un branding effectivement de ce qu'est le nom de la zone, etc., je crois que le vrai sujet qui nous permet de maximiser la réussite de ces projets-là, c'est quand on travaille en lisibilité de ce qui va arriver. Et sur ça, moi je salue le travail qui a été fait par le Grand Port il y a quelques années en arrière sur l'OASIP, qui nous a donné une vision à 2040 de ce qu'était ce secteur-là. On a également la concertation sur l'axe qui avance très bien. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il faut qu'on continue à rassurer, à compléter, à amener de la visibilité pour que les entrepreneurs privés fassent leur rôle aux côtés du financement public qui va être sur les infrastructures du territoire. Mais on sait très bien que quand on est dans les sujets de créer un terminal, un embranchement ferroviaire ou effectivement travailler sur le fleuve, c'est très capitalistique. Ça a été souligné, il y a des notions de coûts fixes qui ont des seuils de rentabilité qui sont très hauts à atteindre. Si en plus ça se fait effectivement avec pas suffisamment de visibilité, de prédictibilité sur ce que vont être les dispositifs de taxation, de financement. On a des lignes budgétaires là, qui ont été effectivement rabotées dans les dernières présentations du budget où les armateurs, par exemple, ont contribué à un système de taxation carbone, crédit carbone à hauteur de, sur l'année 2025, en année pleine, on est sur une estimation à 150 millions d'euros. Devait être refléché 90 millions d'euros par l'État sur le financement, soit effectivement des navires et des barges, et des infrastructures de transport massifiées. Ces 90 millions d'euros ont disparu dans la dernière présentation du budget. Donc c'est là où aujourd'hui on a besoin de clarifier cette règle et surtout de la garder la plus stable possible pour que justement les différents porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés, aient de la visibilité et sachent effectivement maîtriser leur budget. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette conférence, puisqu'évidemment, les meilleures choses ont une fin et je voulais vous remercier de vos interventions à tous. Je voudrais juste peut-être qu'on revienne sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la notion d'embarquer tout le territoire avec nous, donc cette notion un peu d'acceptabilité. Je donnerai le dernier mot à Jean-Michel parce qu'il travaille beaucoup sur ces sujets avec le GMIF, mais on est sur un calendrier qui concerne cette fameuse ligne qui est important, puisque le préfet doit donner d'ici la fin de l'année son avis par rapport à tout ce qui s'est passé dans le débat public qui s'est terminé au mois de juillet. Un petit mot peut-être donc pour faire une piqûre de rappel sur ce que vous en attendez par rapport à cette fameuse ligne essentielle au développement de toutes les activités dont on a parlé, Caroline. Oui, merci. Donc, oui, alors pour ceux qui ont suivi ou pas suivi, je ne sais pas exactement. Donc, il y a eu pour la première fois en France, c'est quand même une première cette histoire-là, une commission nationale de débat public qui, au lieu de concerner un projet, concernait une zone, puisqu'il y avait beaucoup de projets. À la fois d'infrastructures et puis de projets industriels. Donc en fait, les trois préfectures des Alpes de Haute-Provence, du Gard et des Bouches-du-Rhône ont saisi la Commission nationale de débat public et organisé ce grand débat qui a duré à peu près 3 mois, qui a remis son rapport au mois de septembre. Et donc maintenant, l'ensemble des acteurs a 3 mois pour donner suite aux recommandations de cette Commission nationale de débat public sur les suites à donner. Donc vous avez là-dedans pas mal de recommandations effectivement sur la ligne électrique, dire il faut étudier d'autres solutions alternatives, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut challenger les porteurs de projets pour vérifier si leur puissance électrique est vraiment nécessaire, si elle est vraiment nécessaire à court terme. Donc j'ai juste passé un petit message, mais aujourd'hui, il n'y a pas de plan B, il n'existe pas de solution alternative. Et tout ce qu'on peut entendre à droite, à gauche, qu'on pourrait faire plus petit et donc enfouir, et donc etc. Si on repart, d'abord, la puissance ne sera pas suffisante et dans les délais impartis. Je rappelle, il faut qu'en 2029-2030, les industriels bénéficient de cette puissance électrique. Et la deuxième chose, c'est que si on devait réétudier une solution dégradée avec moins de puissance, on repart à zéro en termes d'études et donc on prend à minima 50 décalages en termes d'amener d'une puissance électrique quelconque, même si elle était plus faible à terme. Donc il n'y a pas d'autre option aujourd'hui. Et donc il faut absolument que d'ici le mois de décembre, on ait ces garanties-là qu'on va pouvoir aller faire un dépôt d'une demande d'utilité publique de cette ligne électrique. Oui, allez-y, Jean-Philippe. Juste une petite chose pour ajouter, simplement, c'est que quand on parle de
de report modal, et c'est vrai que bien sûr en liaison avec le port, on pense forcément conteneurs maritimes, mais il y a aussi un enjeu très important avec tous les transports qui sont faits, je dirais, avec dits continentaux, des moyens donc des camions, du camion bâché notamment, ou du camion benne en tout cas, mais dire que le report modal, c'est aussi pour ces modes-là, et aussi en liaison avec le port, parce qu'il y a des entrepôts où justement on fait de la conteneurisation, où on déconteneurise aussi, on dépote les conteneurs, et donc il y a aussi beaucoup de flux qui se font dans l'Interland aussi avec des moyens conventionnels, on va dire. Et c'est aussi important qu'au niveau des solutions qu'on peut apporter, que ce soit en barge ou en train, on puisse transporter à la fois du conteneur maritime ou de la caisse mobile. Et voilà, et typiquement l'exemple là, la liaison de Bordeaux que l'on vient d'ouvrir, c'est une liaison qui est mixte, à la fois pour les caisses mobiles et à la fois pour les conteneurs, et tout ça au service des chargeurs et du port et des flux avec le port. Voilà, donc de bien penser aussi à l'approche qu'il y a sur ces deux modes. Voilà. Merci. Alors Jean-Michel, l'acceptabilité par les populations, c'est un sujet extrêmement important parce que bon, beaucoup de gens disaient à l'époque, on est allé mettre toute l'industrie du côté de Fos. On n'est plus tout à fait sur ces débats-là aujourd'hui. Je crois que le débat a bien montré qu'il y avait un intérêt collectif commun pour que l'industrie continue à se développer sur le territoire. Pour les modalités, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il y avait eu un laboratoire avec les populations, les élus, etc. On sait que le préfet aujourd'hui pense à un autre type de fonctionnement, mais veut remettre ce dialogue social avec les populations en général à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'acceptabilité, de la nécessité de poursuivre les discussions avec les parties prenantes pour faire aboutir ces projets? Alors, le sujet de l'acceptabilité ou de l'acceptation des projets, il est bien évidemment fondamental. Et je pense qu'on peut dire sur ce territoire qu'on a été pionnier dans le domaine. Alors, il est fondamental parce qu'on le voit tous, hein. Il suffit de regarder, par exemple, le sujet de la production d'énergie renouvelable ou d'énergie verte. On veut tous de l'électron bas carbone, vert ou renouvelable, mais enfin, on ne veut aucun équipement dans son champ de vision. Donc, il y a un vrai sujet, je dirais, sur la capacité de la France, d'ailleurs, à aller plus vite que ce qu'elle le fait aujourd'hui pour mener à bien les projets. Et je réévoquerai pas ce qui a été déjà très bien dit sur la THT. Alors le territoire, il a été pionnier parce que on a lancé en fait le premier laboratoire territorial industrie qui avait pour objectif justement de concerter avec les populations suite à un projet qui avait été, je dirais, repoussé par les populations et les élus. Et donc on s'était posé la question comment faire? Comment travailler tous ensemble, y compris avec les citoyens, pour améliorer l'acceptation des projets. Et donc, en fait, on s'aperçoit que quand on se met autour de la table avec l'ensemble des parties prenantes, dont les citoyens, en fait, ils ne s'opposent pas systématiquement à tout. Par contre, ils y mettent des conditions. Et on le voit sur, là aussi, on a été pionnier sur le grand débat de zone, puisque c'est la loi industrie verte qui permet en fait de faire un débat global quand sur un territoire donné, il y a plusieurs projets qui arrivent en même temps. Et finalement, quand on refait l'histoire, au début, c'était on est contre tout, on veut plus d'industrie, ça tue, ça pollue, enfin, etc. Et on arrive à la fin, quand même, au bout de 3 mois de discussion, où oui, pour continuer avec l'industrie sur ce territoire, oui, pour la décarboner, oui, pour avoir une ligne THT. Bon, là-dessus, ils ne sont pas d'accord sur le schéma. Voilà. Donc, ils veulent de l'intérêt quand la seule solution, c'est l'aérien. Mais il n'empêche que, au bout de 3 mois de discussion, c'est court 3 mois, hein. En fait, les gens comprennent un certain nombre de paramètres et de choses. Et donc, c'est fondamental, non pas d'avoir de la concertation uniquement quand il y a un projet qui se présente. Il faut que la concertation, ça devienne quelque chose de continu sur un territoire. Et donc, le laboratoire territorial, on va le relancer, on va l'adapter. Bien évidemment, on ne va pas le faire dans sa forme initiale. On a un autre dispositif, on a des entités sur le territoire qui savent faire ça très bien. Le S3PI, par exemple, le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles. On avait initié, il y a quelques petites années, un dispositif qui s'appelle Réponse. Ça, c'était suite à une enquête EPSEAL menée par une Américaine qui, en fait, cette étude indiquait, alors qui se voulait scientifique, et pour moi, c'est une étude de comptoir de bar, qui, en fait, expliquait que l'industrie, eh bien, ça tue. Ça donne le cancer. Et donc, là-dessus, on a créé le dispositif Réponse que porte le S3PI. Quel est l'intérêt du S3PI? C'est qu'il y a les 5 collèges qui sont présents.
collège de l'État, des collectivités territoriales, des associations, des industriels. Il m'en manque un. Et en fait, l'intérêt de cette structure, qui est une structure d'État, dont d'ailleurs la première déclinaison en France a été le S3PI régional, ce S3PI, en fait, il a une méthodologie qui est bien rodée aujourd'hui pour concerter sur la qualité de l'air. On l'avait lancé là-dessus suite à cette enquête. Le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site de Réponse, il y a 150 fiches d'action. Et quand on regarde de près, sur les 150 fiches, il n'y en a que 25 qui concernent l'industrie. Le reste, ça concerne du tertiaire, de la mobilité, etc. Donc vous voyez que, voilà, quand on se met autour de la table avec les gens, on se comprend mieux, d'abord, parce que Mme Michu, elle n'a pas les mêmes connaissances que nous dans un certain nombre de domaines. Et si on ne prend pas le temps de lui expliquer, ça ne peut pas marcher. Et on comprend les réactions d'opposition. Donc, voilà, on a lancé ça sur ce territoire, on va le continuer, et ça ne sera pas qu'au moment des projets. Il faut que ça devienne et que ça s'inscrive de façon permanente. Et c'est grâce à ça qu'on améliorera l'acceptation des projets. Merci. Écoutez, merci à tous. Je crois qu'on peut les applaudir de leurs interventions. Moi, je vous remercie d'avoir participé à cette réunion. C'est toujours important de contribuer à mieux connaître notre territoire et à voir donc, comme le disait Fabienne tout à l'heure, que tous les acteurs travaillent ensemble pour pouvoir préparer notre avenir industriel, économique, écologique et puis la qualité de vie aussi de ce territoire. Merci beaucoup.